Chers amis de la presse, je voudrais vous prendre à témoin pour saluer à nouveau le président Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président de la CEDEAO, qui nous rend une visite d'amitié et de fraternité. Vous avez peut-être dû constater que ce n'est pas encore de nos habitudes de recevoir des chefs d'État au Bénin pour la fête de l'indépendance. Nous sommes restés dans la même tradition parce que le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Donc sa visite au Bénin n'est pas la visite d'un chef d'État étranger en tant que tel. Il est venu rendre visite à ses frères et sœurs du Bénin. Et je voudrais lui réitérer toute ma gratitude pour ce déplacement. Il donne un nouveau signal à la communauté bénino-nigériane. La fraternité est utile pour construire le destin commun. Et c'est notre rôle de passer ce message aux uns et aux autres, de part et d'autre de nos frontières. Le Bénin et le Nigeria sont un même peuple, un même destin, et nous avons à partager la prospérité ensemble. Travailler, œuvrer pour un développement harmonieux commun. Tout à l'heure, quand je lui ai dit « Bienvenue à la maison ». Thank you very much, Your Excellency, my brother. It is a great honor to share the joy. Je suis très honoré de pouvoir partager la joie du Bénin qui célèbre aujourd'hui son indépendance. Et c'est un honneur également que pour le Bénin, en tant que pays, de célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. Aujourd'hui, je me sens particulièrement honoré parce que c'est inhabituel qu'un pays qui célèbre son indépendance invite un autre chef d'État en tant qu'invité d'honneur. Et je dois vous dire que c'est ma première visite officielle en dehors du Nigeria. Le Bénin et le Nigeria sont des Siamois et dans tous les aspects de la vie. Donc nous sommes les mêmes et on peut remonter même au niveau de l'ADN pour le constater. Et pour pouvoir faire avancer le continent africain, nous devons travailler à promouvoir la coopération économique et assurer également la stabilité sur le continent. C'est notre responsabilité parce que nous avons une population jeune, nous avons une histoire de démocratie également en Afrique et nous devons, c'est vrai que de temps en temps, il y a des défis qui se posent au continent, mais c'est notre responsabilité de collaborer pour assurer la paix et la stabilité sur le continent. Et c'est notre responsabilité commune. Je suis venu au Bénin, j'ai reçu un très bon accueil, j'ai eu un très bon déjeuner avec le président et sa famille. Je retourne au Nigeria avec la joie au cœur et je suis sûr que je vais rendre l'appareil également au Bénin. And I will retaliate. Je suis en train de constater un désir acharné de la population africaine d'être libre, de couper le pont avec la France. Et aussi longtemps que nos dirigeants ne vont pas comprendre cet désir profond de la population africaine qui est de changer la donne, et nous serons en train d'assister à ces genres de choses en Afrique. Donc, tant que la façon de diriger de nos présidents ne seront pas ce que ça doit être au profit de la population, au profit des couches défavorisées, on ne peut qu'assister à ce genre de situation. Bon, je suis tellement désolé, attristé et confondu que du jour au jour, l'Afrique de l'Ouest, surtout qui m'intéresse, se retrouve avec des coups de force à répétition. Sinon, tout azimut. 63 ans après les indépendances, nous ne devons plus être à ce stade. Observez vous-même, les Chinois et les Japonais, en 1960,
était à notre standing de vie. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons rouler sur nos pistes, nos routes, viennent de l'Asie. Nos militaires sont formés, c'est pour protéger nos nations. Ils ne devront pas se permettre encore, en 2023, ce mois de juillet, encore la pagaille. Ça, c'est la pagaille. Qu'est-ce que le militaire a dans la gestion? Prospérer d'un État? Rien du tout. Je dis nini. Oui, quand je prends par exemple la CEDEAO, une institution budgétivore qui n'a aucun pouvoir parce que c'est les chefs d'État africains qui c'est des ramassis des mal élus qui sont là pour se protéger et pour faire leurs lois. Quand je prends par exemple Alassane Dramane Ouattara, qui a fait 2 mandats, 3 mandats, et la CEDEAO ne dit rien sur ça. Et quand si coup d'État se passe maintenant en Côte d'Ivoire, on va dire la CEDEAO va commencer à créer. Quand les choses se passent, par exemple au Mali, au Guinée, au Burkina, est-ce que la CEDEAO, quand l'aspect a commencé par gonfler, est-ce que la CEDEAO en question a crevé ça? Non. Nous avons la CEDEAO, mais pour ma part, la CEDEAO est là comme un épouvantail. Parce qu'il ne répond pas à ce que veut l'Afrique en réalité. Et c'est comme un canal pour les dirigeants européens de maintenir toujours l'Afrique dans le sous-développement. Et l'UEMOA aussi, nous avons toutes ces institutions-là. Mais quel rôle ils jouent? Il faut que des gens comme Assimi Goïta et Ibrahim et Touré, etc. naissent en Afrique comme des champions pour changer la donne. Il faut des gens courageux, il faut des jeunes dynamiques, dévoués, prêts pour le peuple et non pour leur propre intérêt pour que l'Afrique change. Aucune constitution n'écrit coup d'État dedans. Mais maintenant, retour à, comment dirais-je, à l'ordre constitutionnel, mais ça là, ça va venir. Dans tous les coups, quelle que soit la durée du coup d'État, ils vont revenir. Mais maintenant, le général Tchani, il avait bien dit dans sa déclaration pourquoi il est là. Mais laissons-le voir, est-ce que ce qu'il a dit là, il va le faire ou pas? C'est ça, il est là pour l'insécurité. Il a parlé de long en large, ce qui se passe sur la sécurité. Mais maintenant qu'il est là, et voilà ce qu'il a dit, mais on doit l'accompagner. Et tous les Nigériens, qu'ils soient à l'interne ou bien à l'externe, tout le monde doit l'accompagner, parce qu'aujourd'hui, on veut la paix au Niger. On n'a pas besoin d'autre chose. On veut juste aller dormir et se réveiller en paix. Et c'est pourquoi il est là. Et c'est ce qu'il a dit. Mais donc, le peuple nigérien, là où ils sont, qu'ils soient au Niger ou bien à l'extérieur, ce peuple doit soutenir le général Tchani jusqu'au niveau où on va voir que vraiment, si c'est ça, on continue à le soutenir. Si ce n'est pas ça, le même peuple va sortir pour le dégager. C'est comme ça, la vie politique. C'est comme ça. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te chasse. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on crée, dire qu'il y a de crise. S'il y a crise, peut-être c'est les organisations internationales qui veulent créer de crise. Parce que asphyxier tout un peuple, c'est aussi créer une crise. C'est ça la vraie crise. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, il n'y a pas de crise. Mais maintenant, vous fermez les frontières. Mais comment le Niger va se ravitailler? C'est ça la crise maintenant. C'est pas, au contraire, ce n'est pas le coup d'État qui veut faire la crise, mais plutôt, c'est la CEDEAO qui veut instaurer la crise au Niger. Vous savez, nous ne sommes plus maintenant dans les anciennes années là. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui. Les Africains, je vais dire que c'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience. Aujourd'hui, qui veut être sous domination? Mais personne. Mais personne. Parce que moi, aujourd'hui, je veux dire que je demande même aux Nigériens de ne même pas fêter le 3 août. Parce que le 3 août n'est pas vraiment une date d'indépendance pour le Niger. Parce que vaut mieux attendre le 26 juillet là, pour voir si on peut le prendre comme date d'indépendance. Parce que si on parle et c'est la France qui dirige, c'est la France qui donne ces directives, là on n'est pas indépendant. Pourquoi considérer le 3 août comme jour d'indépendance? Moi je préfère que ce soit le 26 juillet comme jour d'indépendance. Voilà ce qu'il y a. C'est l'éveil des consciences. Nous on n'a pas connu la colonisation. On ne va pas nous forcer à être comme nos aïeux. Ce n'est pas possible.
Ce n'est plus possible. Maintenant, c'est à la France de voir, ou bien un autre pays. C'est un partenaire privilégié, la France. On n'a jamais refusé la France. Personne n'a refusé. Mais s'il vient un partenariat gagnant-gagnant, mais qui refuse cela? Personne n'a refusé. Mais l'acharnement là, qu'on arrête. Qu'on arrête. Ils peuvent tirer sur les Nigériens. Les 2, 3, 4 Nigériens qui vont rester, ils vont continuer à vivre au Niger. Tout simplement. Le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création et les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Donc si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Donc là-dessus, je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En ce qui concerne la situation et les régimes militaires, nous, notre conviction au niveau du Bénin, et cela tient aussi de notre histoire. Depuis 1990, nous croyons dans le fait que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on assure en fait un développement. Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s'il y a une forme de stabilité politique. Et que ce dont nos populations ont besoin aujourd'hui, c'est d'une stabilité politique qui permette de réduire la pauvreté, qui permettent de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Et nous croyons que ça marche. On arrive à cela parce qu'on a des régimes qui sont des régimes démocratiques, des régimes démocratiquement élus, qui est une transmission démocratique du pouvoir. C'est très important. Et on ne peut pas considérer qu'en fait ce soit seulement dans notre sous-région qu'il y ait des tentatives de prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une chose acceptable, ce n'est pas une chose bien même pour le développement de notre sous-région. Et je pense que ce qui concerne le principal besoin de nos populations aujourd'hui a rapport en fait à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous croyons que des régimes qui sont des régimes démocratiquement élus sont meilleurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne sais pas si monsieur le porte-parole... Je pourrais renchérir en disant qu'effectivement, le Bénin, c'est un exemple, sans aucun doute, mais tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. De l'évolution dans les pays où il y a des coups d'État depuis 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé. En termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations. Et puis, nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Moi, vous pouvez demander aux Béninois, nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous, mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. Et c'est comme ça qu'on construit des États résilients, des États forts, des États modernes. Nous sommes en chemin et nous sommes convaincus que c'est la seule voie pour y arriver. On peut extrapoler. Nous avons connu des crises ici, notamment en 2019. Entre 2019 et 2023, chaque Béninois observe les évolutions que le pays connaît. Imaginez un instant par extrême que ceux qui avaient envisagé de renverser le pouvoir en 2019 aient réussi leur coup. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut aussi apprendre à nos populations que c'est l'effort soutenu, l'effort
dans la durée qui produit des résultats. C'est dans ce stade bondé de Niamey que se sont rassemblés ce dimanche les partisans du coup d'État au Niger. Près de 30 000 personnes venues écouter une délégation des militaires au pouvoir. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour mobiliser la population. Le rassemblement d'aujourd'hui est le témoignage de votre engagement et de votre détermination à changer le Niger. Cependant, nous vous exhortons à rester mobilisés. Cette démonstration de force survient le jour de l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention armée. Mais les militaires au pouvoir n'ont montré aucune volonté de céder la place. L'endroit de la CEDEAO qui dit de nous donner un ultimatum, pour que les autorités puissent critiquer. Nous disons à la CEDEAO, elle est trop un peu. Où est la CEDEAO au moment où on tuait le peuple nigérien? Où est la CEDEAO au moment des attaques à Anzourou, à Chinanagouane, à Inates, dans la région de Liba? La CEDEAO était absente. Elle n'est jamais venue soutenir le Niger. L'armée française, elle ne va pas quitter. Eh bien, nous allons dire à l'armée française, tous les citoyens nigériens, tous les citoyens nigériens, même pas l'armée, c'est les citoyens qui vont faire partie de cette base. Ah oui. Alors que le Niger a fermé son espace aérien, les contours de la possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'état-major de la CEDEAO. Mais cette opération ne fait pas l'unanimité auprès de plusieurs pays comme l'Algérie, le Tchad ou le Bénin. Plusieurs personnes se sont rassemblées près de l'ambassade du Niger à Paris samedi pour manifester leur soutien à la démocratie et au président Mohamed Bazoum. Ils ont brandi des pancartes et des drapeaux du Niger tout en appelant à la libération du président démocratiquement élu, qui a été renversé par un coup d'État la semaine dernière. Effectivement, inquiet de voir l'évolution de la situation. Nous avons espéré que par le dialogue, on arrivera à résoudre cette question. Bon, il reste encore du temps par rapport à l'ultimatum. C'est demain le dernier délai. On espère toujours que la négociation l'emportera et qu'il n'y aura pas nécessairement l'intervention militaire. On espère toujours que les putschistes qui détiennent notre camarade, le président Mohamed Bazoum, vont le libérer. L'ultimatum fixé par la CEDEAO aux putschistes nigériens expire dimanche 6 août au soir. La junte nigérienne a jusqu'à cette date pour libérer et réintégrer Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention militaire. Le sujet a immédiatement entraîné une levée des boucliers et des messages de... Et aujourd'hui, on est dans l'incertitude la plus totale. On ne connaît pas les raisons qui motivent les putschistes. On ne connaît pas leur programme, on ne connaît pas leur projet. On ne connaît que leurs intentions leur intention de prendre le pouvoir. Donc cela suscite beaucoup d'inquiétude. L'incertitude plane sur le pays de 25 millions d'habitants sous sanctions économiques et désormais confronté à la perspective d'une guerre. L'avocat franco-espagnol Juan Branco, qui représente l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a été inculpé et écroué dimanche matin à Dakar après avoir été arrêté la veille en Mauritanie alors qu'il tentait de fuir le Sénégal. Le ministre sénégalais de l'Intérieur a annoncé son arrestation en personne samedi soir à l'Assemblée nationale. Juan Branco, pour le nommer, il est en ce moment entre les mains de la BIP, qui est une unité d'élite de la police. Et je salue le professionnalisme, le courage, le dévouement et l'engagement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Recherché par la justice sénégalaise depuis le 14 juillet, Juan Branco a été vu à Dakar le 30 juillet dernier alors qu'il participait à une conférence de presse. L'avocat franco-espagnol fait face à plusieurs chefs d'accusation dont attentat, complot et diffusion de fausses informations. Les
députés du Parlement sénégalais ont adopté un vote samedi qui permet à toute personne condamnée puis graciée ou amnistiée de se présenter aux élections, ouvrant ainsi la voie à Khalifa Sall et Karim Wade, qui auraient autrement été inéligibles. La proposition a été adoptée par 124 voix contre une. Que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée restante de la peine dont on a bénéficié à raison d'une grâce aura expiré, que le condamné concerné puisse retrouver ses droits avec sa réintroduction dans le fichier électoral. Au-delà, il y a eu d'autres avancées issues du dialogue national. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et M. Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, ont été pressentis pour le scrutin présidentiel de février 2024. Ils n'ont pas pu se présenter à la dernière élection présidentielle en 2019 en raison de condamnations distinctes pour des questions financières. Le projet de loi vise à réviser le code électoral, comme nous l'avons tous constaté. Le président Macky Sall a initié un dialogue national. Et à l'issue de ce dialogue national, il a été retenu de réviser la Constitution et de même que le code électoral. Le vainqueur de l'élection de 2019, Macky Sall, qui achève son deuxième mandat, n'est pas éligible, même si certains membres de son parti affirment le contraire. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, l'emprisonnement de Sonko et autres, ce n'est qu'une démocratie qui a perdu ses repères. Donc ce qui se passe aujourd'hui est un début de correction et on espère que ça continuera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être fier pour tous les militants de Tahaou qui sont restés fidèles à Khalifa. Le vote parlementaire de samedi pourrait contribuer à apaiser les tensions qui se sont emparées du pays ces derniers mois. Les personnalités de l'opposition se plaignant de mesures prises à leur encontre en prévision du scrutin de l'année prochaine. En Tunisie, lors de la commémoration de la bataille du 5e août 1947 dans la ville de Sfax, Noureddine Taboubi, chef de l'Union générale tunisienne du travail, s'est exprimé sur la question migratoire dans le pays. Les remarques de M. Taboubi interviennent alors que plusieurs migrants subsahariens ont été expulsés vers les frontières avec la Libye et l'Algérie. L'Occident doit comprendre que nous ne sommes pas ces gardes-frontières. Ils ont colonisé l'Afrique et d'autres pays pendant de nombreuses années. Il est temps de mettre en œuvre un véritable développement afin que les gens puissent vivre dans la dignité et la prospérité. Mardi, le président Kais Saied a nommé un nouveau Premier ministre dans un contexte de tensions politiques et sociales, d'inflation et d'endettement. En allusion à la nomination du nouveau chef du gouvernement, Ahmed Hachani, M. Taboubi affirme que l'important n'est pas de remplacer un responsable par un autre. Il ne s'agit pas de changer de visage, mais de changer de politique et de stratégie. Le nouveau Premier ministre a-t-il le pouvoir de prendre des décisions? Sera-t-il ouvert aux composantes de la société pour surmonter les difficultés et les défis de notre pays? En juillet dernier, Kais Saied a signé un accord d'1 milliard d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine avec l'Union européenne, seulement quelques mois après ses propos incendiaires sur la migration subsaharienne. Au moins 2 personnes sont mortes et plus de 30 sont portées disparues après le naufrage de 2 bateaux transportant des migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, a déclaré dimanche l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les 2 bateaux étaient partis du port de Sfax en Tunisie et transportaient respectivement 48 et 42 personnes. Les gardes-côtes italiens ont repêché les corps d'une femme originaire de Côte d'Ivoire et de son bébé d'1 an. Les autorités italiennes ont déclaré qu'elles enquêtaient sur les naufrages. Le ministère de l'Intérieur du pays a également déclaré que les chiffres de l'immigration par voie maritime avaient doublé cette année pour atteindre 92 000 contre 42 600 enregistrés au cours de la même période en 2022. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie lors de la traversée de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe, considérée comme la plus meurtrière au monde. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que les chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés. En juillet dernier, l'Union européenne a signé un accord d'1 milliard d'euros avec la Tunisie pour endiguer l'immigration clandestine.